Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu en ce vendredi 9 février. Une fois de plus, nous allons prendre le temps de poser des questions, d'écouter les réponses et de réagir. Et les questions aujourd'hui, elles seront posées au parti qui monte dans les sondages. C'est le PTB. Il nous envoie un de ses députés fédéraux, c'est Marco Vanès. Marco Vanès, c'est le spécialiste des chiffres. Avec d'autres de ses camarades, il réclame depuis des années une taxe des millionnaires et cette semaine, le Bureau du Plan lui a un peu donné raison en chiffrant ce que cette taxe pourrait rapporter à l'État, 4,7 milliards d'euros. On va en parler, on a beaucoup de questions dessus. On accueille Marco Vanès du PTB. Bonjour Marco Vanès. Bonjour. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est votre parti. Les astres sont alignés pour une taxation des millionnaires. On se réjouit au PTB. Enfin, cette imposition des plus riches, des quoi 1% ou 5% des plus riches du pays va pouvoir se faire. C'est 4,7 milliards, c'est pas vous qui donnez ce chiffre, c'est le Bureau du Plan. Et puis, il y a eu discussion, on va en reparler. Mais vous maintenez, c'est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant? C'est l'instant. Moi, j'ai regardé dans mes archives. Il y a presque 20 ans que j'ai fait la première estimation de rendement d'une taxe des millionnaires pour la Belgique. Et aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, enfin, le Bureau du Plan décide de s'y mettre. Hein. Alors, on parle du Bureau du Plan, ce sont des fonctionnaires, ce sont des gens objectifs, pas des militants. Et tout à fait. Ils passent en revue chaque semaine, finalement, les programmes des différents partis. Et cette fois-ci, c'était le tour du PTB. Et eux ont chiffré à 4,7 milliards. Oui. Ça correspond à vos estimations? Alors, si je peux me permettre d'abord sur l'historique, il y a 5 ans, le Bureau du Plan était déjà chargé d'évaluer les propositions des partis pour les élections et avait refusé ou avait dit on ne peut pas, enfin on va trouver des prétextes pour ne pas mesurer notre taxe des millionnaires, qui est quand même une mesure emblématique de notre programme. Et donc voilà, on se réjouit qu'il se soit donné les moyens de le faire cette fois-ci. Alors sur les estimations, nous on a des estimations, on n'est pas les seuls, il y a des études universitaires qui donnent des rendements bien plus élevés que les 5 milliards. Nous, depuis longtemps, on avance un montant de 8 milliards, mais il y a des études qui vont jusqu'à 20 milliards d'euros. Mais on est dans une fourchette qui, pour nous, est une recette conséquente. 5 milliards, 8 milliards. Bon, c'est mieux 20 milliards que 5 milliards, mais 5 milliards, c'est déjà énorme comme recette. Et donc, on est très satisfait d'abord d'avoir un chiffre et puis d'avoir toute une série d'analyses techniques aussi sur les freins qui sont avancés. Parce que, généralement, la droite, qui ne veut pas mener le débat politique, parce que le débat politique, il est difficile à mener, viennent avec des arguments techniques. Et ici, le Bureau du Plan donne des éléments techniques pour pouvoir discuter justement ces questions techniques. Mais le Bureau du Plan lui-même pointe une série de problèmes, de freins. Il dit d'abord on n'a pas de cadastre des fortunes en Belgique. Ça veut dire qu'on ira cadastrer, le cas échéant, la fortune de chacun. On regardera ce qui est l'habitation principale, l'habitation seconde. On ira regarder si des gens éludent l'impôt d'une certaine manière, mais le payent peut-être autrement, parce qu'on peut imaginer que beaucoup de grosses fortunes sont en société et donc payent l'ISOC chez nous. Sur la question de l'absence de cadastre, que répond le PTB? D'abord, moi je remarque qu'il y a un cadastre qui existe depuis que la Belgique existe, c'est le cadastre immobilier où voilà, le patrimoine des pauvres, enfin pas des pauvres, mais des travailleurs ordinaires, des citoyens ordinaires. Parce qu'ils ne sont pas en société. Et donc ils n'ont pas autant de biens qu'une société qui gère parfois 10, 20, 30 immeubles. Mais le cadastre immobilier, lui, il existe. Il existe depuis immobilier. Mais par contre, le cadastre des fortunes, ça n'existe pas encore. Mais ce n'est pas du tout un frein pour mettre en place une taxe des millionnaires, parce que la taxe des millionnaires est un impôt déclaratif, comme l'était l'impôt sur la fortune en France. C'est-à-dire que c'est au redevable de déclarer ça, comme on le fait pour l'impôt sur les revenus, de déclarer quel est son patrimoine et le montant de la taxe. Et alors après, dans un deuxième temps, effectivement, c'est utile pour pouvoir contrôler les déclarations, de mettre en place un cadastre des fortunes. Mais ce n'est pas du tout compliqué à faire. La plupart des éléments existent déjà de manière potentielle. Le Bureau du Plan craint aussi une double ou une triple imposition. Alors on sait que c'est quelque chose qui fait hurler les uns, qui pose aussi des contraintes légales. Qu'est-ce qu'on fait? On exempte de certains impôts parce qu'on payerait ailleurs? C'est quelque chose que vous pouvez entendre dans la
praticabilité de cet impôt? Ça, c'est un argument qui me fait légèrement sourire parce que les doubles impositions, voilà, un simple travailleur, il va payer de l'impôt sur son salaire, puis il va payer de la TVA, il va payer des accises, il va payer des taxes communales, des taxes poubelles. En cas de décès, il y a des droits de succession. S'il achète une maison, il y a des droits d'enregistrement. Donc les doubles, triples, quadruples taxations, ça existe déjà. Notre impôt, il est spécifique. Il est spécifique sur 1%, puisque l'essentiel, c'est 1%. C'est toujours peu d'impôts au-delà, mais l'essentiel des contributeurs, c'est 1% de la population, qui sont les plus riches. Et on leur demande cet impôt spécial parce qu'ils ont les moyens. Donc la question d'une double taxation, seulement, ne se pose pas parce que c'est un impôt spécial qui vise ceux qui ont justement les moyens de contribuer plus et qui aujourd'hui échappent grandement aux impôts. Alors le bureau du plan prend la liste de leurs griefs et comme ça vous pouvez leur répondre aussi ici sur BX1. Ils disent que ça aurait un effet immédiat, mais qu'à terme, quand l'argent aurait été collecté, il y aurait une réaction du marché ou des personnes concernées et que cet argent finalement partirait ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Si on a autant de fortune en Belgique, c'est parce qu'on les attire avec peu d'impôts sur la fortune. Comme ça, ils dépensent leur argent chez nous et ça rapporte de manière indirecte. Là-dessus, sur le côté, l'impôt serait structurel, mais les personnes concernées, elles, pourraient réagir et déplacer leur argent. Que répond le député PTB que vous êtes ? C'est un vieux débat qu'il y a eu en France pendant des années sur les ça a valu notamment exilés beaucoup fiscaux, de vedettes françaises de venir s'installer en Belgique, dit-on. Qui voulaient s'installer ici, les muliers des magasins Auchan qui sont à Néchin. Voilà. Mais il y a des études en France qui ont montré qu'il y avait moins de 1% en fait, des redevables de l'impôt sur la fortune en France qui avaient quitté la France. Et c'est vrai que c'était plutôt les plus riches, mais ça représentait 2% de perte de l'impôt. Donc ça voulait dire que 98% des fortunes restaient en France. Donc voilà. Et c'est vrai que le bureau du plan, justement, essaye de chiffrer aussi les pertes qu'il y aurait il n'y a pas seulement la fuite, il y a aussi les non-déclarations de ceux qui restent en Belgique, mais qui ne déclareraient pas tout ce qu'il faut, etc. Et donc, le bureau du plan lui-même, et c'est pour ça que c'est intéressant cette étude, donne un chiffre de 12%, qui échapperait à l'impôt. Et ça donc, fait encore 88% 12%, pour vous, ça fait encore 88%. Donc dans le pourcent, donc pour vous, c'est le pourcent ou les 5% des plus riches qui devraient participer à cet impôt ? Tout dépend de la mesure, des taux, des exemptions, etc. Mais ce qui est clair, c'est que l'essentiel de la contribution viendra du 1% le plus riche. Donc si on dit que c'est les 2, les 3% les plus riches, voire même les 5% les plus riches, en tout cas, on va dire que 80% de l'impôt sera versé par les 1% les plus riches. Les chiffres sur l'évasion fiscale de Colruyt, ça a fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines. Vous reconnaissez là qu'il y a eu une erreur de la part du PTB et qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, qu'on balance peut-être parfois comme ça des chiffres, des noms parce que ça claque, mais que derrière, il n'y a pas forcément la vérité pratique? On a fait un mea culpa, il y a ce que j'appellerais une demi-erreur, c'est-à-dire qu'on est parti des comptes de la maison mère de Colruyt ici et on n'a pas avancer ce qu'on appelle les comptes consolidés, c'est-à-dire la réunion des comptes de toutes les sociétés du groupe qui représentent quelques centaines de millions d'euros de bénéfices et sur lesquels un impôt normal avait été payé. Mais nous, on voulait surtout pointer, et on aurait dû mentionner ça, mais on ne l'a pas fait, ça c'est notre erreur. Mais par contre, ce qui est juste et qui est troublant, c'est que la maison mère, elle a un montant de 1,6 milliard, donc très loin des comptes consolidés, 1,6 milliard non taxé, pratiquement non taxé, qui vient d'une filiale au Luxembourg, qui elle-même, Colruyt l'a reconnu il y a quelques années, est là pour des raisons fiscales. Elle est au Luxembourg pour des raisons fiscales. Et donc, c'est difficile de remonter pour voir combien d'impôts elle aurait payé, mais on a l'impression qu'elle a payé très peu d'impôts, mais il y a une opacité là-dessus. Et donc, cette filiale luxembourgeoise qui aurait payé très peu d'impôts reverse en une fois des bénéfices accumulés pour 1,6 milliard d'euros à la maison mère ici en Belgique, et elle n'est pas taxée. La maison mère en Belgique n'est pas taxée sous prétexte que ça a déjà été taxé. Donc vous estimez qu'il y a quand même encore des choses à clarifier sur les finances d'une maison comme Colruyt? Ah oui, il y a un gros souci. Et d'ailleurs, Colruyt a fait un petit communiqué pour dénoncer, mais ils n'ont pas voulu aller dans le détail de l'affaire. Ils n'ont donné aucun détail sur l'affaire, sur ce que nous dénoncions. Donc on vous invitera avec la maison mère de Colruyt, s'ils veulent bien, dans un face-à-face, et vous serez à deux en studio, et on verra qui
viendront. Qui dit quoi. Des questions, il y en a aussi de la part du public. Et c'est Aline Walsdorf qui, chaque semaine, les lit, sélectionne celles qui n'abordent pas des thèmes qu'on aborde par ailleurs. Et Aline, eh bien, il y a notamment des questions qui concernent le PTB, le parti de M. Vanès. Comme souvent, pas mal de questions sur la volonté du PTB de faire des accords et de monter dans des majorités. Ojo demande si vous êtes prêt à tout pour ça. Et il ajoute, vous tapez tellement sur le PS et Écolo, difficile de croire que vous puissiez gouverner avec eux alors que ce sont vos seuls alliés potentiels. Alors Marco Vanès, il y a deux questions là-dedans. Il y a d'abord la question, je cite le téléspectateur, est-ce que vous êtes prêt à tout? Est-ce que le PTB est prêt à faire l'effort de sacrifier une partie finalement de ses convictions pour monter dans une majorité? Oui, non? Ce qui est clair, c'est que nous n'exigeons pas que l'ensemble de notre programme soit réalisé pour pouvoir entrer dans un gouvernement. Il y a une frange participationniste, comme il y avait ce débat-là chez Écolo il y a une vingtaine d'années, entre ceux qui disent non, on doit défendre nos valeurs, et puis ceux qui disent non, on doit faire des compromis. Il y a ce débat-là en interne chez vous aussi? Non, je pense qu'il y a une unité sur l'idée que ce qui est essentiel, c'est que la politique qui soit menée soit une politique qui soit une rupture avec des décennies de politique d'austérité où on a attaqué les acquis des travailleurs, où on se braque sur la compétitivité depuis la loi Di Rupo de 1996. 1996, ça remonte à... C'est quoi? C'est il y a 30... c'est le siècle passé, on va dire ça. C'est le siècle passé. Ouais. Donc depuis le siècle passé, il y a cette loi Di Rupo qui cadenasse les salaires au nom de la compétitivité. Donc il faut une rupture par rapport à ça. Est-ce que ça ouvre la porte à vraiment monter dans un gouvernement? Parce que le jour où vous montez dans un gouvernement, il y a des crises, des choses à gérer hors accord de majorité parce qu'on ne l'a pas vu venir. Il y a des compromis à faire. Et donc, est-ce que de facto, ça n'exclut pas le PTB d'une majorité gouvernementale? Regardez la taxe des millionnaires dont on vient de parler. Il y a quelques années, voilà, ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, ça devient un véritable sujet. Aujourd'hui, on voit que le PS dit on veut le faire. Écolo, je pense plutôt aussi. Alors, justement, sur les relations avec les autres partis de gauche, parce que c'est la deuxième question d'Ojo. Finalement, vous vous disputez un électorat, on va dire, commun, on peut imaginer, plutôt celui des gens qui votent à gauche. Et donc, finalement, vous vous disputez plutôt que de chercher des convergences. Est-ce que vous comprenez que ça puisse irriter on a entendu le patron de la FGTB et puis l'électeur de gauche lambda, entre guillemets? En tout cas, nous, on estime que ce sont nos alliés naturels, le PS et Écolo. Donc pour ça, trouver un accord avec M. Boucher, je pense que ça va être assez compliqué. Donc voilà, si on a des partenaires, ce sera plutôt les écologistes et les socialistes. Alors, nous, on n'attaque pas ces partis, ce ne sont pas les partis qu'on attaque, c'est quand il y a un dossier, quand il y a une attaque contre le monde du travail, comme par exemple l'interdiction de manifester qu'a voulu faire adopter le gouvernement Vivaldi, et qu'on voit que les socialistes votent ça, malgré les appels syndicaux, votent ça avant d'en faire une question de gouvernement et de faire retirer la loi, il faut être de bon compte. Quand en commission à la Chambre, ils le votent en première lecture, en deuxième lecture, que le syndicat, et que finalement, heureusement, finalement, il y a au sein du gouvernement un changement, et donc ça montre aussi la force du mouvement social qui arrive à faire retirer quelque chose qui a été voté quand même 2 fois au Parlement. Mais si vous montez dans un gouvernement, après on passe à la question suivante, mais si vous montez dans un gouvernement, vous devrez faire des concessions, notamment sur des dossiers importants. Oui, mais à la différence du PS et d'Écolo, nous, ce qu'on présente comme point de rupture, on s'y tiendra. Ça, on a quelques points de rupture, et ces points de rupture, on va s'y tenir. On ne va pas faire comme le PS qui disait la pension à 67 ans, c'est fini, on va revenir à la pension à 65 ans pendant les élections, et puis qui après monte dans un gouvernement et accepte la pension à 67 ans. Nos points de rupture vont rester des points de rupture, et ce sera oui ou non. Et donc, ce n'est pas tout notre programme, mais ce sera nos points de rupture. On continue avec les questions que vous relayez à Aline Walsdorf. Il y en a une qui nous emmène un peu plus loin que Bruxelles et même que la Belgique. Charles demande quelle est votre position sur Cuba et la démocratie. Il souhaiterait savoir si c'est votre modèle de société. Il fait référence à une interview de votre président Raoul Edebrun. On a été regardé, mais c'était il y a quelques années, en 2017, interview chez nos confrères d'RTL TVI, où Raoul Edebrun disait mais à Cuba, ça tchatche en rue. La question de Charles, c'est modèle de société. C'est un modèle communiste, marxiste, ça vous y adhérez, mais on peut imaginer qu'il pose aussi la question de la démocratie et des droits de l'homme. Est-ce qu'on reconnaît un malaise par rapport à la situation et aux droits de l'homme à Cuba ?
Alors, le modèle du PTB, c'est le modèle belge. C'est le modèle PTB. On n'a aucun modèle dans le monde. Et donc voilà, on pense qu'au contraire, il ne faut pas restreindre la démocratie, il faut élargir la démocratie. Aujourd'hui, on a en Belgique une démocratie de basse intensité parce que les électeurs se rendent aux urnes tous les 5 ans. Et puis après, ils doivent faire confiance aux représentants élus. Et voilà. Mais pour répondre à la question de Charles, la démocratie est quand même en meilleure santé à Bruxelles qu'à Cuba. Ça, vous pouvez le dire ou... Mais en tout cas, on estime qu'en Belgique, il faudrait que les citoyens participent beaucoup plus aux décisions politiques, soient associés. On a vu au Parlement, à la Chambre, comme c'est difficile d'associer les citoyens et que quand on les associe, on les restreint dans un rôle très, très limité. Il n'y a pas non plus de référendum en Belgique comme il y en a en France ou aux Pays-Bas. On l'avait vu avec la Constitution européenne. Donc il faut pas aller forcément jusqu'à Cuba pour avoir d'autres exemples. Et alors Cuba, oui, on peut. Il y a des aspects critiquables à Cuba, mais je pense qu'il y a aussi des aspects intéressants. Lesquels par exemple, je vois que. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des députés, justement, des parlementaires cubains qui ont revu la Constitution à Cuba. Et je vois que ça a donné lieu à un débat vraiment très approfondi qui a duré des mois durant. Alors, il n'y a qu'un seul parti, hein, donc ça, c'est un aspect critiquable. C'est un aspect aussi où il n'y a pas l'aspect de particratie. Si, il y en a un et c'est ce parti-là qui décide de tout et il y a une personne à sa tête. Non, justement, il y a des représentants de l'ensemble de la population et il y a moyen je veux dire, chacun peut avoir un avis différent. Alors qu'ici, on a l'avis du parti. Le parti dit, voilà, on vote comme ça, on vote comme ça. Quand ils ont revu la Constitution au niveau de Cuba, il y a eu des mois de discussion et ils ont pu mener les choses de manière approfondie. Alors, je ne dis pas que Cuba est... J'étais en train de dire, on va vous réinviter, et ce ne sera plus avec Colruyt, ce sera avec Amnesty International pour parler des droits de l'homme à Cuba, on verra ce que vous en dites. Non, je dis que Cuba est loin d'être notre modèle, mais on ne doit pas non plus ne voir que les aspects négatifs et juger en disant le modèle occidental est le modèle idéal et tous les pays du monde doivent se conformer au modèle de la démocratie occidentale. Je pense qu'il y a d'abord une critique à faire de notre modèle et puis de voir les critiques positives et négatives qu'il y a à faire dans d'autres pays qui fonctionnent différemment. Parlons de critiques. Vous avez travaillé pendant 2 ans avec d'autres parlementaires à une commission parlementaire spéciale sur le passé colonial de la Belgique. Alors, je cite, 300 auditions, 2 ans de travaux, 700 pages de rapports, 128 recommandations. Et tout ça est aux oubliettes, faute de majorité. Vous êtes rapporteur de cette commission. Apparemment, ça a coincé sur le risque potentiel de dédommagement. C'est ça, pour faire simple, ça bloque au Parlement parce que l'idée que la Belgique doive prononcer des excuses et que par voie de conséquence, elles doivent dédommager les victimes de la colonisation, c'était inaudible pour certains de vos collègues? Il y a deux soucis. Il y a le souci de fond et il y a le souci de forme dans cette affaire. Le souci de fond, c'est qu'on constate qu'en Belgique, il y a toute une série de partis, et ce sont des partis de droite, on ne s'en étonne pas, qui bloquent et qui sont toujours dans une logique coloniale aujourd'hui, qui considèrent toujours qu'il faut glorifier Léopold II malgré les millions de morts qu'il a causés au Congo lorsque c'était sa propriété personnelle. Qu'il faut considérer que oui, la colonisation finalement, c'était pas si mal, il y avait des bonnes choses, etc. Donc un esprit quand même qui reste, qui ne voit pas tous les dégâts, les crimes, la répression, le racisme qui est ancré. Vous pouvez confirmer qu'il y a quand même des juristes qui sont venus dans cette commission et qui ont dit présenter des excuses n'entraîne pas automatiquement une réparation. Ça, c'est un fait objectif avéré. Alors, sur les réparations, je dois donner notre position quand même sur la question des réparations. Nous, on estime que ce n'est pas la population belge qui a profité de la colonisation au Congo. C'est essentiellement des grandes entreprises, des grandes fortunes aussi, parce qu'on parlait de la taxe des millionnaires. Eh bien, une partie de ces fortunes, elle vient de l'exploitation du Congo. Et on estime que si des réparations sont à faire pour le Congo, c'est pas la population, pas le contribuable qui doit payer, mais les grandes sociétés ou les grandes fortunes qui se sont enrichies. Vous avez
Bah, tu si as vous- cité des noms? Bah, si vous prenez la famille Lipens, il y a Maurice Lipens, pas Maurice Lipens de Fortis, mais son grand-père Maurice Lipens, il était gouverneur du Congo belge et il était en même temps administrateur et actionnaire de grandes sociétés qui ont profité, liées à la Société Générale, etc., qui ont profité de l'exploitation du Congo. Je peux en citer les Boel, je peux en citer, il y a plein de grandes familles actuelles qui sont enrichies partiellement grâce au Congo. Est-ce qu'il y a un chemin maintenant pour que ces 300 auditions, ces 2 ans de travaux ne soient pas simplement jetés aux oubliettes? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ressortir, exhumer ce rapport entre Ça, guillemets c'est l'autre souci, c'est le souci de forme, mais qui est un enjeu démocratique, et on revient aux questions démocratiques, c'est que ces partis de droite, non seulement n'étaient pas d'accord, mais ça c'est leur droit de ne pas être d'accord, mais ils ont saboté la commission, c'est-à-dire que la commission n'a pas pu terminer ses travaux, on n'a même pas pu voter sur le texte qui nous était soumis. Et en plus, ils ont refusé de faire un rapport. C'est une ficelle parlementaire connue, ça. Je veux dire, ça se produit dans d'autres dossiers. À un moment donné, il y a un blocage en commission, on connaît ça. Ah non, qu'une commission spéciale soit bloquée, n'aille pas au bout de ses travaux, et que les 3 des 4 rapporteurs, donc je suis le seul rapporteur qui est d'accord que le rapport soit publié, les 3 autres rapporteurs qui sont de droite refusent qu'il soit publié. Mais ça, c'est vraiment un mépris vis-à-vis du citoyen. Le citoyen, il a droit de voir ce que la Chambre, ce que les parlementaires élus ont fait pendant plus de 2 ans comme travaux. Ils ont droit d'avoir accès à ce rapport sur le site de la Chambre. Et ça nous est refusé. Pour sortir de l'impasse, là, maintenant? Eh bien, la question, la présidente de la Chambre, Eliane Tillieu, dans un premier temps, m'a répondu que le règlement ne permettait pas, à elle, ne lui permettait pas, pardon, je touche mon micro, ne lui permettait pas d'imposer la publication d'un rapport. Depuis, il y a eu des pressions, il y a eu des pétitions. Elle a un petit peu revu sa position en discussion avec les services. Et le point était à l'ordre du jour de la dernière conférence des présidents. Il a été reporté à la demande des partis de droite. Et il sera dans 2 semaines à l'ordre du jour de la prochaine conférence des présidents. Donc on verra si on pourra finalement obtenir la publication de ce rapport. On va plaider pour, en tout cas. On est à Bruxelles, il y a beaucoup de signes, beaucoup de traces de la période coloniale. Il faut les retirer, il faut les encadrer, il faudrait déboulonner la statue de Léopold II. C'est quelque chose auquel le marxiste que vous êtes peut adhérer? Ben, écoutez, si à Berlin, on avait une statue d'Adolf Hitler, on ne trouverait pas ça très normal. Ici, on a à côté du Palais Royal la statue équestre de Léopold II, qui est responsable des experts sont venus nous le dire en commission, de au moins 1 million de morts, mais sans doute ça fait quand même beaucoup moins que Hitler. Oui, d'accord, mais à partir du moment où on dépasse le million, et donc... Et on a cette statue équestre qui trône. Donc la statue, vous serez prêt à la faire déboulonner à cause de son passé colonial ou parce que c'est un souverain? Non, pas à cause de ce passé colonial. Oui, non, évidemment. Okay. Il nous reste 20 secondes. Je voudrais juste vous montrer une autre photo. Je me tourne vers la régie. C'est quelqu'un que vous avez bien connu, dont on a souvent parlé sur BX1. Je sais, voilà. Vous reconnaissez de qui il s'agit? Youssef Indyshit, son nom de famille. Oui. C'était un député PTB. C'est toujours un député. Il n'est plus PTB. Comment vous avez vécu ça? Le fait qu'à un moment donné, on annonce qu'il pourrait se présenter. On attend, peut-être ce sera le cas, sur une liste libérale. Un grand étonnement, mais bon, je sais que, vous savez, à l'époque de mai 68, en France, il y avait plein de gauchistes qui après sont devenus de la droite très, très marquée, donc c'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est vrai que dans le cas de Youssef, ça m'a fortement étonné. Merci d'être venu répondre à toutes ces questions. Le journal vous est présenté ce soir à 18h par Camille Tanguine, et puis les experts, demain présentés par Vanessa Lhuillier, recevront 2 nouveaux candidats aux élections bruxelloises. Ce sera Isabelle Agbir pour Écolo et Ludivine de Magnanville pour le Parti des filles.